Salut à vous cinéphiles, bienvenue sur la chaîne Filmstrip où je m'affaire à découvrir pour vous la liste des 151 chefs-d'œuvre du cinéma selon la firme Mediafilm. Si jamais vous voulez explorer Mediafilm, vous pouvez toujours aller voir le lien vers leur site internet que j'ai mis dans la description. Si vous n'avez pas encore vu le début de ma série, vous pouvez toujours cliquer ici pour voir la première vidéo à propos de Birth of a Nation. Voici maintenant le deuxième film sur la dite liste, réalisé par David Wark Griffith en 1916, Intolerance. Le film est composé de 4 histoires se déroulant en parallèle, racontant les conséquences de l'intolérance à travers 4 époques et lieux différents. La première histoire, la plus longue, débute à l'époque contemporaine, soit en 1914, dans un milieu opposant la bourgeoisie et la classe ouvrière. La vieillissante et riche Miss Jenkins, copropriétaire d'une usine avec son frère, demande à celui-ci de procéder à des coupures de salaire des ouvriers afin de profiter elle-même de cet argent. S'ensuit une grève, puis l'arrivée des briseurs de grève armés. Un jeune homme exilé à la ville après les événements est incapable de trouver du travail, puis se résout à voler un pauvre ivrogne. Il se retrouve bientôt membre d'une bande de criminels, les Musketeers. Il fait la rencontre fortuite d'une jeune fille, elle aussi exilée à la suite du massacre des grévistes. Le père de celle-ci meurt et le jeune couple décide de se marier. Le jeune homme décide alors de quitter la vie de crime, mais son patron monte un coup contre lui. Le jeune homme étant en prison pour quelque temps, la jeune fille, maintenant seule, peine à faire vivre leur enfant. Une organisation, par hasard financée par les Jenkins, lui enlève la garde du bébé. Le jeune homme, maintenant sorti de prison, en vient à se battre avec un autre membre des Musketeers. Durant l'altercation, une ancienne amie du jeune homme tue le forcené. Faussement accusé du meurtre, le garçon est condamné à la peine de mort. Un ami trouve le message de la coupable expliquant les circonstances du meurtre. Elle avoue son crime et après une folle poursuite pour obtenir le pardon du gouverneur, le jeune homme est finalement sauvé. La seconde histoire, la plus courte, se déroule il y a 2000 ans à Jérusalem. Les pharisiens, l'un des groupes juifs actifs en Judée à l'époque, s'adonnent à une vanité ouverte, se considérant supérieurs aux autres. Jésus et compagnie sont déjà en mouvement. Les miracles s'accumulent et sa renommée grandit. Il change le vin en eau, puis prend la défense d'une femme surprise dans l'adultère. Rapidement, il est jugé et crucifié. La troisième histoire se déroule en 1572 à Paris et débute au palais de Charles IX où l'on sent déjà les tensions entre la famille royale catholique et les huguenots protestants. Une jeune fille aux yeux bruns est courtisée par Prosper Latour. Tous deux sont protestants. La reine Catherine convainc Charles que les protestants doivent être exterminés. Le jour même, Prosper a un mauvais pressentiment. Ainsi débute le célèbre massacre de la Saint-Barthélemy. La famille de la jeune fille aux yeux bruns tente de défendre leur maison. Les barricades cèdent rapidement et ils sont attaqués puis tués. La quatrième histoire se déroule en -532, à l'époque du pacifique prince babylonien Belshazzar. Une jeune femme au caractère fort, visiblement attachée à son indépendance, est amenée devant le roi par son frère pour l'obliger à se trouver un mari. Empathique à sa situation, Belshazzar lui donne le choix de se marier ou non, selon son désir. Pendant ce temps, les troupes perses de Cyrus approchent dangereusement de Babylone. La jeune femme, ayant juré allégeance au prince, participe à la défense de la cité. À la suite d'une éprouvante bataille, l'invasion des Perses est finalement repoussée. Les grands prêtres qui avaient prédit la chute de Babylone prévoient de sauver leur statut en trahissant le prince. La jeune fille apprend leurs intentions, puis espionne les prêtres qui rejoignent les Perses, leur promettant leur aide. Durant la dernière bataille, la jeune fille est tuée et Babylone tombe. Le film se termine sur une note d'espoir, confiant que la paix finira par triompher à travers le monde. Après l'énorme controverse sur fond racial qu'a provoqué Birth of a Nation, D.W. Griffith a adroitement conçu son film réponse, Intolerance, un an plus tard, en 1916.
C'est dans ce court laps de temps qu'il produit le film le plus ambitieux de sa carrière et certains diront de tout le cinéma muet. Le succès de Birth of a Nation ayant rempli les coffres de la compagnie, Griffith dispose alors de moyens considérables. Risquant a priori de faire preuve de possible naïveté dans le récit, Griffith réussit malgré tout à balancer à son avantage le combat idéologique qui lui pèse sur les épaules. C'est à la fois avec ambition et finesse, avec liberté et structure qu'il conçoit ce deuxième chef-d'œuvre sur la liste, cimentant une fois de plus son nom dans les livres d'histoire. Un des premiers mots qui peuvent venir en tête en regardant Intolerance est probablement ambitieux. Le plus impressionnant, le plus frappant est probablement au niveau de son échelle de production. Des tonnes et des tonnes de costumes et de décors ont été utilisés pour recréer les 4 époques des 4 récits différents, les plus colossaux étant certainement ceux du segment sur Babylone. Plus de 16 000 figurants ont été utilisés pour le film. Quand on voit les vastes armées durant les scènes de guerre, on peut comprendre pourquoi. Griffith va donc encore une fois repousser les limites du film épique vers un niveau quasiment maniaque pour l'époque. Inspiré de Cabiria, la caméra souvent mobile accentue davantage la grandeur de tous ces éléments, rendant des scènes comme celle-ci absolument sensationnelles. Outre ce bonbon pour les yeux, Intolerance est aussi original du côté de sa structure. En privilégiant, comme pour son film précédent, une très longue durée, Griffith est capable de prendre 4 courtes histoires et de les entrecroiser de façon à leur donner un sens et une direction commune. Donc les histoires ne se succèdent pas, mais elles s'alternent afin de donner une structure qui à la fois respire et lie l'ensemble de matières cohérentes sur le thème évidemment de l'intolérance. Plusieurs transitions se font à l'aide de l'image extradiégétique de la Mère éternelle et son berceau se balançant à l'infini, liant les segments en symbolisant l'intemporalité de la thématique. Le montage calculé entre les segments permet d'atténuer les ruptures de ton qui auraient pu être occasionnées par le fait que les 4 histoires appartiennent à des genres complètement différents, soit le film de gangster, le récit biblique, le drame historique et le péplum. Plus de 50 passages d'un récit à l'autre ont lieu tout au long du film, s'alternant de plus en plus rapidement comme en entonnoir jusqu'à une finale douce amère où l'espoir d'un récit contraste avec la tragédie d'un autre, nous laissant sur une note d'ironie. Une chose qu'on peut remarquer en voyant Intolérance, c'est que l'utilisation du gros plan pour des effets dramatiques a l'air encore plus présente. Comme par exemple, un plan large ici suivi d'un gros plan sur le visage du personnage, la montrant donc d'emblée esselée dans son environnement, puis cadrée très rapprochée pour que le spectateur puisse sentir davantage son isolement. Aussi, ce qu'on peut remarquer, c'est l'utilisation encore une fois du gros plan, mais en ayant comme but d'attirer notre attention sur un certain détail, pour ensuite revenir à un plan plus large pour montrer l'effet de ce détail-là dans le contexte narratif. Une utilisation aussi très intéressante de la structure, on peut la voir dans des scènes comme celle-ci où le jeune homme voit son père mourir dans ses bras. On passe ensuite à un plan du directeur de l'usine, personne dont la décision est la cause de cette mort, pour ensuite revenir et nous montrer l'expression du jeune homme. Intolerance a certainement ses failles. La première qui me vient en tête est que la très courte durée de l'épisode en Judée fait que le segment apparaît un peu plus plaqué que les autres. Peut-être la mythique version de 8 heures du film aurait aidé à l'intégrer davantage. Mais encore, est-ce que le rythme global aurait été soutenu? On ne le saura jamais. Certaines scènes prises à part paraissent assez mélo, particulièrement la toute fin. Heureusement, le poids du reste du film les atténue un peu. Par moments, on peut avoir l'impression que Griffith nous crie à tue-tête qu'il est en train de faire le film le plus grandiose au monde. Mais bon, c'est certainement pas Griffith le dernier cinéaste ambitieux du cinéma. Un fait assez particulier est l'absence de nom pour un bon nombre de personnages. Par exemple, The Dear One, The Boy, Brown Eyes, The Mountain Girl. Ils deviennent moins des personnes fixes que des idées, des valeurs. Bien que les profits engendrés par Intolerance ont été minces par rapport à ses dépenses, il est encore aujourd'hui reconnu pour ses qualités artistiques. Il est peut-être difficile à apprécier à sa juste valeur pour des jeunes yeux de 2017, mais je jugerais important de comprendre les qualités qu'il a permis de transmettre pour la suite du cinéma. Merci beaucoup tout le monde, j'espère que ça vous a plu encore une fois. Si vous avez des suggestions, des commentaires, c'est toujours apprécié. Il y a une section commentaires pour ça.
cliquez le bouton en bas si vous avez aimé, et surtout cliquez le bouton subscribe pour être avisé chaque fois que j'upload une vidéo. Je vous reviens bientôt pour le 3e titre sur la liste de chefs-d'œuvre de Mediafilm. J'ai mis un lien dans la description en dessous vers cette fameuse liste sur leur site internet, ainsi que sur mon compte Mubi où les films sont en ordre chronologique. Donc encore une fois, aimez, abonnez-vous et partagez. C'était René pour Filmstrip. Sur ce, je vous dis à bientôt pour mon prochain vidéo à propos du Lys brisé, Broken Blossom, le 3e et dernier film de D.W. Griffith sur la liste.